Quand j'ai reçu encore ce matin un sale pute, etc., capture d'écran et on va déposer plainte. Salut à tous, bienvenue sur Indécis, j'enlève mon masque puisque je suis à la bonne distance de sécurité avec mon invité. Bonne année 2022 à vous et puis bonne année à vous Marlène Schiappa et bienvenue sur Indécis. On peut dire bonne année parce qu'il y a eu des polémiques ces derniers jours, on ne faut pas dire bonne année. J'espère, c'est pas encore Gims qui fait les lois de ce pays, on a le droit de se dire bonne année. Vous chantiez du Gims avant cette polémique ou pas? Ouais, ça m'est arrivé, ouais, bien sûr. Vous allez continuer à en chanter après? C'est pas lui qui a fait la reprise Bella? Si, exactement. Voilà. Vous voulez nous la chanter? Non, pas là. Ok, très bien. Non, c'est mes filles qui écoutaient un peu, voilà. D'accord. Vous êtes aujourd'hui ministre délégué chargé de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur. Oui. Concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ministère délégué au ministère de l'Intérieur et donc qui s'occupe de toute la partie humanitaire, citoyenneté, par exemple la protection des femmes face aux violences conjugales, l'intégration. J'ai fait par exemple naturaliser des travailleurs étrangers qui étaient en première ligne pendant la période de la pandémie. Voilà, on s'occupe des naturalisations, de l'intégration, tous ces sujets-là. Alors, sur votre profil Instagram, il y a aussi indiqué que vous êtes féministe, élue de Paris, maire, romancière, il manque plus que jouer au foot le dimanche. C'est aussi important qu'être ministre, tous ces postes-là? Oui, bien sûr. D'abord, ministre, c'est quelque chose de passager. On dit souvent que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre, ce qui est vrai. Féministe, c'est important. Maire, j'étais maire avant d'être ministre, et oui. Et puis, c'est aussi un petit rappel pour moi-même, pour me rappeler qu'il y a des choses importantes et d'autres qui sont tout aussi importantes, mais qui sont peut-être plus fugaces. Vous êtes donc aujourd'hui, on l'a dit, ministre délégué chargé de la citoyenneté. Ouais. Presque 5 ans au gouvernement. Rien qu'en le disant, je suis fatigué, moi. C'est vrai? Ouais. Vous n'êtes pas fatigué, vous? Écoutez, on n'est pas fatigué. Non, je pense qu'on n'est pas dans une période où les ministres peuvent se plaindre de leurs conditions de travail. Voilà, on voit qu'il y a des soignants qui sont 24 sur 24 à l'hôpital, au front, aux urgences. Si nous, on allait se plaindre de la fatigue, je pense que ce serait malvenu. Après, oui, ce sont des métiers, des engagements dans lesquels on est disponible, nous aussi, 24 heures sur 24, surtout à l'intérieur. Ouais. Parce que le ministère des crises, des urgences, on est à disponibilité tout le temps. S'il y a une inondation, un attentat terroriste, voilà, on est mobilisable en permanence. Mais c'est le cas de beaucoup de métiers, oui. Quand on est homme ou femme politique, ça doit être fatigant de voir toutes ces polémiques. Là, on a dit Maître Gims, il y a eu le drapeau européen. Le drapeau. Ouais. Mais une polémique chasse l'autre. Donc en général, la durée de vie d'une polémique, c'est 48 heures. Une semaine s'il y a une queue de comète de polémique. Mais vous savez, moi maintenant, à la base, j'étais communicante. C'était mon métier de base. J'ai dirigé des agences de communication, etc. Je fais les courbes du buzz. Vous voyez ce que c'est? En fait, on voit comment un buzz prend. Il démarre en général sur les réseaux sociaux ou par une polémique. S'il y a deux avis, une controverse, ça fait un début de buzz. Ensuite, ça monte, il faut qu'il y ait un petit scandale, il faut que ce soit repris par des chaînes d'infos. Et puis, du coup, repolémique parce qu'il y a une deuxième salve. Et ensuite, le buzz descend et se tasse par lui-même. Voilà, c'est la courbe du buzz. Vous avez travaillé vraiment une théorie, quoi. Ouais, j'ai un graphe et tout. Ok, très bien. Non, mais je vous demande ça parce que c'est pour les Français, pour ceux qui nous regardent, pour vous aussi, en tant que politique, je suppose, ça doit être fatigant, quoi. Si c'est ça le niveau du débat, le drapeau européen sur l'Arc de Triomphe, si c'est ça le niveau du débat... Je suis d'accord avec vous, j'ai pas compris là-dessus. Est-ce que c'est compliqué de faire de la politique? Non, c'est pas compliqué. C'est très simple. Et je vais vous dire, je pense que pendant des générations, pendant des siècles, on a fait croire que c'était compliqué pour éloigner des gens de la politique. Dans un premier temps, les hommes ont dit aux femmes « Non mais oh là là, la politique, mais c'est une affaire d'hommes, c'est très compliqué, il vaut mieux que tu ne t'abîmes pas là-dedans. » Puis on a dit aux gens qui n'avaient pas fait les grandes écoles ou qui venaient des quartiers populaires « Laissez ça aux gens qui ont fait l'ENA, c'est vraiment compliqué. » En fait, non, c'est pas compliqué du tout. C'est à la portée de tout le monde. Mais quand on dit que le gouvernement ou la majorité sont des amateurs, parce qu'il y a eu des ratés, ça peut aussi dire que c'est un métier, que ça peut être compliqué quand même. Oui, enfin, d'ailleurs, il y en a 40 députés LREM qui disent qu'ils ne vont pas se représenter, qui se sont peut-être... Je ne dis pas ça pour vous. Non, mais vous savez ce qu'on dit. Bon, moi, je ne suis pas parlementaire. On dit que l'Arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels. Donc, de temps en temps, c'est aussi pas mal de s'en remettre aux amateurs. D'accord. Mais... Ouais, vous prenez l'argument, là, je vous vois. Non, mais il est intéressant, votre argument. C'est vrai, vous avez raison. Mais mine de rien, quand même, quand on voit encore ce qui s'est passé cette semaine sur le pass vaccinal... 70, 72... Puis, la décision est tombée. On suspend. D'ailleurs, il y en a qui disent, je ne sais pas du tout si c'est vrai, que les députés LREM étaient à la buvette pendant le vote. Ça m'étonnerait. Non, je serais très étonnée. Je pense qu'il y a aussi pas mal de faux arguments. Et moi, je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas une députée LREM, donc je le dis très tranquillement, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de caricatures un peu faciles contre les députés parce qu'ils étaient députés de la majorité. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un peu un procès en illégitimité qu'on fait sans cesse à l'équipe autour du président Emmanuel Macron, en disant que comme le président est arrivé, qu'il n'avait pas de parti politique, qu'il a lancé sa campagne tout seul et qu'il a quand même bousculé l'ordre établi,
il y a des réminiscences parfois de l'ordre établi qui estiment que le rôle de député il devrait être réservé à une caste, à certains, et qu'on ne devrait pas avoir des anciens agriculteurs, infirmières, etc., comme on a nous à La République En Marche, qui soient députés. Vous serez candidate, vous, en 2022 ? Au présidentiel, plutôt non. D'accord. Quel scoop. Et aux législatives, par exemple Je ne sais pas, honnêtement, je ne me suis pas encore posé la question. On verra les choses les unes après les autres. D'abord, je suis concentrée sur la présidentielle. Vous vous êtes vraiment pas posé la question ? Honnêtement. Non, vraiment, je n'ai pas la réponse à l'heure actuelle. Moi, vous savez, j'ai rejoint Emmanuel Macron dès 2016, à une époque où il était bas dans les sondages, voire il n'était pas testé. On nous disait, mais vous n'avez pas de parti politique, vous n'arriverez à rien, il ne sera pas au deuxième tour, il n'aura pas de majorité. Et en fait, on a fait tout ça avec Emmanuel Macron. Donc, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Et je suis assez, honnêtement, je suis assez heureuse, assez honorée de m'apprêter, je l'espère, pour la deuxième fois à participer à une campagne présidentielle autour du président de la République. Vous avez eu, la Covid, à chaque fois on me reprend, vous avez eu la Covid Covid. J'ai peur de le dire à chaque fois, le Covid, alors vous l'avez eu ou pas Je ne sais pas, en fait, pour tout vous dire, j'ai eu une espèce de pneumonie au tout début, à l'époque où on ne testait pas, quand on pensait que c'était quelque chose qui ne concernait que les autres pays. Je me demande ça parce que le pass vaccinal, est-ce que c'est pas un peu en décalage avec ce qui se passe aujourd'hui, la vie des Français qui en ont ras-le-bol? Est-ce que vous entendez aussi un peu ce ras-le-bol et le fait que certains disent, bon, ça y est, il faut se calmer, on a l'impression, c'est une impression, et c'est les premières enquêtes, qu'Omicron est un peu moins dangereux. Le ministre de la Santé lui-même dit que c'est peut-être la fin, peut-être aussi, là, il met toujours du conditionnel. Est-ce que le pass vaccinal, c'est pas finalement encore une arme qui va dresser les Français les uns contre les autres? Je crois pas. D'abord, la lassitude, je la connais, je la comprends, je la partage. Quand je dois mettre son masque à ma fille avant qu'elle aille à l'école le matin. Ça, c'est fou quand même, voilà, le matin. Oui, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a 5 ou 10 ans. Enfin, souvenez-vous, il y a 10 ans, quand on voyait des touristes parfois qui avaient des masques dans Paris, on se disait c'est une coutume un peu étrange, on regardait un peu de loin. Et maintenant, c'est devenu notre habitude quotidienne. Mais je crois qu'on s'adapte, on essaye en tout cas de s'adapter face au virus avec l'état des connaissances scientifiques telles qu'on en dispose. Et effectivement, il y a des variants. Donc l'idée, c'est de protéger encore les personnes les plus fragiles. Les scientifiques et le ministre de la Santé disent que ça pourrait être la dernière vague. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas scientifique ni ministre de la Santé, mais je l'espère, comme tout le monde. Je touche du bois. Mais est-ce que le pass vaccinal aujourd'hui, ça va pas être, j'insiste là-dessus, ça va pas être quelque chose qui va encore dresser les Français les uns contre les autres? On le voit hier soir devant l'Assemblée nationale, des collègues à nous qui sont alpagués en disant qu'ils racontent n'importe quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre en place? Il y avait le pass sanitaire qui devait nous aider. Là, mettre le pass vaccinal, ça peut créer confusion. Mais d'abord, je veux dire qu'en France, on est un pays avec un taux de vaccination très élevé. Si vous regardez les autres pays européens, je fais un déplacement diplomatique récemment en Autriche et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'ils avaient des taux de vaccination beaucoup plus faibles et avec beaucoup d'hospitalisation. Et donc l'idée de dire, d'inciter très fortement à se faire vacciner, c'est pour se protéger soi, mais pas que soi égoïstement, c'est surtout pour protéger les plus fragiles, les personnes âgées, nos familles, nos grands-parents, les gens qu'on peut croiser, les personnes qui ont des comorbidités. On ne sait pas si les personnes autour de nous ont des comorbidités ou pas. Moi, j'ai visité avec le Premier ministre Jean Castex plusieurs hôpitaux et plusieurs services de réanimation, y compris pendant les fêtes. On était ensemble auprès de soignants. Et effectivement, on voit qu'en réanimation, vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors, je crois qu'il faut entendre cela aussi. J'aimerais qu'on parle de vous, Marlène Schiappa. On a commencé en parlant de vous, mais on va continuer en parlant de vous parce que sur les réseaux sociaux, là, on est sur YouTube. Donc, non, mais vous êtes bien habitué aux réseaux sociaux en règle générale. Ça va. Voilà, vous maîtrisez, vous l'avez dit, vous avez fait de la com avant et on le voit d'ailleurs dans votre communication. Mais il y a eu une vidéo il y a quelques semaines où on a vu des influenceuses venir vous rencontrer au ministère de l'Intérieur, une vidéo qui a fait polémique. Vous comprenez ou pas le fait que ça puisse choquer cette vidéo? Je comprends, je ne le partage pas, mais je le comprends. D'abord, ce qui a choqué, c'est la vidéo où les jeunes femmes sont en voiture et elles s'apprêtent à venir me voir et elles rigolent, elles font une petite chanson, etc. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben, il y en a pas. Je veux remettre les choses dans leur contexte. D'abord, on est en démocratie. D'accord ? On n'est plus dans la monarchie, on n'est pas à la cour du roi Charles Quint. Donc en fait, tout citoyen et toute citoyenne est fondé à venir voir des ministres. Ça n'existe plus les privilèges d'aller rencontrer le roi, la duchesse de je ne sais quoi, ou même des ministres. On est en démocratie, dans une république, il n'y a pas de sous-citoyen, il n'y a pas de sous-citoyenne. Moi, je reçois des associations, des personnes qui travaillent
à longueur de journée. Vous avez dit que j'étais ministre depuis 5 ans. En 5 ans, j'ai reçu pléthore d'associations pour différents sujets. Quand j'ai des jeunes filles qui sont intéressées pour mieux connaître leurs droits en tant que femmes et surtout mieux les faire connaître à leur communauté, on parle de filles qui ont 1 million, 2 millions, plusieurs millions de personnes qui les suivent. C'est pour les violences faites aux femmes que vous les recevez. Exactement. L'idée, c'était qu'elles puissent venir et qu'on puisse échanger. Et d'ailleurs, certaines ignoraient une partie de leurs droits. Elles ne connaissaient pas la plateforme sur laquelle on peut déposer plainte. Elles ne savaient pas que l'emprise était rentrée dans le code pénal. Elles ne savaient pas qu'un certain nombre de violences faisaient partie des violences conjugales. C'était intéressant qu'on ait cet échange et qu'elles le relaient auprès de leurs abonnés. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on a eu plusieurs centaines de femmes qui ont saisi les plateformes, les associations, les numéros d'urgence parce que ces jeunes filles influenceuses ont partagé les dispositifs. Moi, je reçois tout le monde, un repris de justice, quelqu'un qui a des convictions opposées aux miennes, qui est d'extrême droite, des influenceuses. Le ministère, c'est pas mon ministère, c'est pas chez Marlène, c'est le ministère de tous les citoyens et tout le monde est bienvenu. Je suis vraiment pas choquée, il y a des choses qui me choquent beaucoup plus. Si vous voulez qu'on insulte ou qu'on menace des journalistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça me choque beaucoup plus. Et je trouve ça d'ailleurs un peu sexiste qu'on s'en prenne comme par hasard à des jeunes filles parce qu'elles sont censées incarner la frivolité. On a décidé que comme c'était des influenceuses et qu'il y en a une qui a un salon d'esthétique, une qui a fait des photos de mannequins, etc. On décide qu'elles sont stupides et qu'elles n'ont pas voix au chapitre. Ni plus ni moins que Florian Philippot ou que n'importe quelle personne qui s'exprime sur les plateaux de télévision. Vous dites que c'est par rapport à elle. Moi, j'ai une question par rapport à vous. Pourquoi vous cliviez autant? On a l'impression que vous clivez dès que vous faites quelque chose. C'est vrai. Il faut que les gens ils s'expriment et qu'ils réagissent. Je ne vous montrerai pas, mais dans mes messages, c'est vrai que je reçois à la fois des insultes ou des menaces et je reçois aussi des on vous adore, vous êtes ma ministre préférée, j'adore quand je vous vois à la télé, vous êtes génial, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui m'adorent et il y a des gens qui me détestent aussi. Pour différentes raisons, parfois pour des raisons, j'imagine, qui sont légitimes, des gens qui ne sont vraiment pas d'accord. Je porte des combats qui sont clivants. On dit que l'égalité femmes-hommes, c'est devenu consensuel, c'est pas le cas. Simone Veil recevait des tombeaux d'injures et de menaces quand elle défendait le droit à l'avortement, et ça a été le cas. N'importe quelle femme qui a porté des combats pour l'égalité femmes-hommes le fait de façon subversive. D'abord, une femme qui exerce le pouvoir, c'est subversif. Vous avez peu de femmes aujourd'hui qui exercent le pouvoir de façon visible. La plupart des femmes qui exercent des métiers de pouvoir le font de façon discrète. Ensuite, une femme qui prend la parole sur la politique, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est relativement récent. Ma grand-mère n'avait pas le droit de vote. Votre grand-mère non plus. Nos grands-mères n'avaient pas le droit d'aller voter. Donc, pour la génération de nos grands-parents, voir des femmes qui sont ministres, en plus à l'intérieur, sur des sujets régaliens, qui donnent leur avis, qui osent s'exprimer sur ce sujet, c'est subversif. Les choses que je reçois le plus, c'est « retourne dans ta cuisine »,« tais-toi », etc. Des choses qui sont encore empreintes de beaucoup de misogynie et beaucoup de sexisme. Et je suis convaincue que les femmes qui exercent des métiers de pouvoir, notamment ministres, mais pas uniquement, dès lors qu'elles sont un peu visibles, effectivement, elles réveillent cette petite fibre un peu antique et misogyne qui existe encore dans la société. Ça vous touche quand vous voyez tous ces commentaires que vous dites? Parce que c'est vrai, honnêtement, je l'ai dit et je le redis, moi je suis assez frappé, dans le mauvais sens du terme, le fait qu'on puisse recevoir comme ça. C'était pas le cas il y a 5 ans, 6 ans, alors il y a une tête de la société sans doute, mais est-ce que ça vous touche, vous, à titre personnel, quand vous recevez Moi, ça me touche pas personnellement. Maintenant, je dépose des plaintes pour tout ce qui est illégal, parce que je pense que c'est important. Mon mot d'ordre, c'est ne rien laisser passer, donc je suis cohérente. Quand j'ai reçu encore ce matin un sale pute, etc., une capture d'écran et on va déposer plainte. Et d'ailleurs, en général, il y a des condamnations. Et je vais vous dire, les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, dès lors qu'ils reçoivent la petite convocation pour être en garde à vue, etc., en général, j'ai des petites lettres d'excuses derrière pour dire, s'il vous plaît, retirez votre plainte, je le pensais pas, vous êtes très bien. En fait, c'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est juste qu'on n'insulte pas les gens. Et la question, c'est pas Marlène Schiappa, c'est pas qu'on m'aime bien ou qu'on m'aime pas. Les gens ont le droit de pas m'apprécier. On est en démocratie, c'est le droit de chacun de dire cette ministre, j'adhère pas, j'ai aucun sujet par rapport à ça. Ce qui me dérange, c'est la perception et le climat, si vous voulez, l'ambiance qu'on donne. On va passer à l'actu au choix. Je vais vous proposer 2 sujets et vous devez en choisir un sur les 2. Le premier, c'est le tweet de Sandrine Rousseau qui s'affiche. 3 féminicides, nous sommes le 2 janvier. Péter le patriarcat urgemment, donc c'est le thème des féminicides. Ou le deuxième sujet, c'est Miss France. Vous avez dit que Miss France porte beaucoup de très belles valeurs et de belles causes. De quel sujet vous préfériez parler? Je préfère parler des féminicides, puisque justement, et je l'ai dit récemment, on a beaucoup débattu pour savoir si Miss France ou le Tour de France était sexiste, etc. Les violences conjugales, c'est un combat que je porte depuis l'adolescence, avant même d'être ministre et de rejoindre le président Emmanuel Macron. Pour la première fois depuis 2017, c'est la grande cause du quinquennat portée par un président de la République.
Là, j'arrive, j'étais juste avant en cellule de protection des victimes avec mes 2 collègues, Éric Dupond-Moretti, Elisabeth Moreno, avec les acteurs de Meurthe-et-Moselle, où l'un des féminicides s'est produit. Donc, on peut faire des tweets pour dire il faut péter le patriarcat, ok, on like, mais on peut aussi agir, c'est ce que je fais depuis 5 ans, en prenant des lois, en prenant des décisions courageuses, en créant la saisie des armes dès la plainte. Ça existe maintenant, ça n'existait pas avant. Ce qu'il faut, c'est parvenir à éradiquer les féminicides. À ce stade, il n'y a aucun pays qui réussit. L'Espagne a une légère tendance à la baisse, quoique certains disent qu'elle repart, parce qu'ils ont pris le sujet à bras-le-corps depuis 2004. En France, on a commencé vraiment en 2017. Et c'est vrai qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais ne peut pas tout seul. Il faut aussi que les témoins agissent. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr où on peut signaler ces faits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais alors, c'est très important, ce sont des outils qui sont nécessaires, j'en conviens. Il n'y a pas un travail aussi à faire sur cet accueil au commissariat qui est finalement le premier lieu où on se rend quand on est agressé? Exactement. D'abord, moi je demande à toutes les personnes qui ont été mal reçues ou qui ont eu des témoignages de gens qui leur ont dit avoir été mal reçus de nous les faire remonter directement. Le refus de plainte, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une option. Le code pénal prévoit qu'on n'a pas le droit de refuser des prises de plainte. On a envoyé des instructions très claires avec le ministre de l'Intérieur. 100% des plaintes doivent être prises, bien qualifiées, transmises au parquet. Quand c'est un refus de plainte, il y a toujours un recours pour le signaler au préfet. Ou moi, on peut m'interpeller directement en message privé sur les réseaux sociaux. Je m'en occuperai personnellement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous allez voter en 2022, Marlène Schiappa, rassurez-moi. A priori, je vais voter, oui, je vous le confirme. Je vote à toutes les élections. Moi, je suis une bonne citoyenne. Je ne vous demande pas pour qui, parce que généralement, il ne faut pas demander pour qui on vote. Mais là, de plus en plus, tout le monde dit pour qui il vote. J'espère voter pour Emmanuel Macron. D'accord, c'est votre choix. C'est mon choix. C'est le choix des Français, puisque pour l'instant, au niveau des sondages... un sondage ne fait pas l'élection. Oui, mais 88 sondages commencent à donner quand même une petite tendance, si vous me permettez. D'accord, très bien. L'abstention chez les jeunes, c'est un gros sujet. Énorme sujet. Et c'est aussi quelque chose que vous allez aborder dans les semaines qui viennent. Le ministère de l'Intérieur s'occupe de l'organisation des élections. Et donc oui, c'est vrai qu'on a pris un certain nombre de mesures pour faire en sorte d'accompagner les jeunes vers le vote, si je peux le dire comme ça. Je ne suis pas dupe, c'est pas parce qu'on met un QR code sur la carte électorale, chose qu'on est en train de faire, que les jeunes vont se dire massivement « je vais aller voter, j'ai de nouveau confiance dans la démocratie ». Donc je pense qu'il y a des travaux à mener de 2 natures. Un travail de long terme, il appartient aux partis politiques, aux candidats aussi de le mener pour redonner confiance aux jeunes dans la démocratie, dans l'utilité du vote. Les jeunes n'ont jamais été aussi engagés sur des causes, le climat, l'égalité femmes-hommes avec MeToo, etc., la protection animale, il y a beaucoup de causes dans lesquelles la jeunesse s'engage profondément, les Ouïghours, la consommation durable et beaucoup d'autres. Et paradoxalement, les jeunes nous disent on s'engage dans ces causes et on trouve que c'est plus utile que d'aller voter. Donc c'est tout le travail qu'on doit mener. Et vous croyez que vous allez y arriver ? Moi, toute seule, non. Non, mais je pense que c'est un travail... mais vous êtes quand même le moteur de cet esprit. En fait, je pense ce que je vous dis, c'est qu'il y a 2 étapes. Ça, c'est vraiment le projet de moyen-long terme et dans lequel vraiment toute la société doit s'engager pour dire que la démocratie, comme disait Tocqueville, c'est le moins pire des modèles de gouvernement, d'une part. Et d'autre part, il y a l'information générale. Moi, je me souviens d'avoir vu des jeunes d'associations après les régionales et de leur avoir dit, voilà, vous avez voté pour moi dimanche. J'étais tête de liste à Paris au régional. Et ils m'ont dit, non. Et j'étais là, vous n'avez pas voté Pécresse quand même. Et ils m'ont dit, non. Vous avez voté à gauche, vous avez voté pour qui? Et ils étaient là, en fait, on n'a pas voté. Je me dis, pourquoi vous n'avez pas voté? C'est pas possible de ne pas voter. En plus, vous êtes dans des associations, c'est du tout vous temps êtes qu'on engagés. vote pas quand on est jeune. Oui, ils m'ont dit, en fait, on avait les régionales, franchement, on s'en fout, et on n'avait même pas les dates. Et donc, comme on n'avait pas les dates, lundi, on s'est dit, ah ouais, tiens, hier, il y avait les élections. Donc, effectivement, je pense que c'est important de donner les informations. On a monté une task force avec les réseaux sociaux. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme la langue des up. C'est le pire et le meilleur. Le pire, on en a parlé, les haters, les raids numériques qui sont interdits par la loi, qui valent des années de prison, etc., d'une part. Et le meilleur, c'est aussi le fait que les réseaux sociaux s'engagent pour donner des informations sur le vote, les dates de vote, à quoi servent les élections, les candidats, les programmes, les résultats. Avec Twitter, il y a un partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse avoir accès aux résultats en temps réel, directement sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a quelque chose qui pourra les faire voter, je pense, c'est le vote blanc. La comptabilisation du vote blanc. Moi, je pense. Je pense parce que quand on a cet âge-là, on se dit que rien ne nous convient, mais au moins on ferait le geste d'aller voter et dire que rien ne nous convient. Est-ce que c'est pas quelque chose auquel il faut réfléchir aussi Moi, honnêtement, je demande à avoir l'intérêt. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de tabou, c'est qu'un débat peut avoir lieu. Je ne suis pas contre sur le principe, mais à un moment, il faut m'expliquer quelle est l'utilité du vote blanc. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain pourcentage, on annule l'élection, on recommence, et on peut recommencer ad vitam aeternam. S'il n'y a pas de candidat qui convenait au premier tour, il n'y en aura pas au deuxième tour. Moi, ce que j'ai envie de dire, surtout aux jeunes qui considèrent qu'il n'y a aucun candidat qui les représente, c'est de se présenter.
À partir de 18 ans, il est possible de se présenter aux élections, un peu plus tard pour la présidentielle, de s'engager dans un parti politique et de changer les choses. C'est très intéressant tout ça, mais alors on est un peu pris par le temps, donc on va passer au que oui, que non. Vous répondez que par oui ou que par non aux propositions que je vais vous faire. Premier que oui, que non, est-ce que vous allez accepter de faire Fort Boyard un jour, après réflexion? A priori que non, parce que voilà, j'aime pas trop les insectes et j'ai un peu le vertige au-delà d'un mètre, donc sauter ça va être compliqué. Mais si c'est une cause qui en vaut la peine, je peux reconsidérer ma position, mais a priori non. D'accord. Que oui, que non. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé va prolonger au PSG? Je suis plutôt côté OM, mais... Bah non, ne répondez pas. Que oui. Non mais vous en pensez quoi, il va prolonger ou pas? Oui. Ouais. Je prends un pari là. Voilà, c'est le but. Que oui, que non. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre ministre préféré dans le gouvernement? Ah non, je peux pas me fâcher avec les 39 autres. Mais il n'y en a pas un que vous aimez bien particulièrement ou une Bah moi forcément, je travaille avec Gérald Darmanin tous les jours, donc c'est plus qu'un ministre, c'est quelqu'un avec qui on échange tous les jours, qui est toujours là pour me soutenir et réciproquement. Quand on vous a attaqué sur le fait que vous le souteniez, parce que alors qu'il avait été accusé de viol, vous en parlez de ça entre vous avec Gérald Darmanin? Ou pas du tout? Honnêtement, non, on parle de beaucoup de choses. Vous n'avez jamais parlé, vous n'êtes pas sondé l'un l'autre, enfin surtout vous par rapport à lui? Non, j'essaie de réfléchir. Non, on a fait mon premier rendez-vous, c'était dimanche 2 janvier, le matin, café avec Gérald Darmanin, et on a parlé de voilà, l'année qui nous attend. On est quand même aux prises au ministère de l'Intérieur avec des choses terribles, et c'est des expériences qu'on partage. Quand il y a eu par exemple l'assassinat de Samuel Paty, bah voilà, on est ensemble, on arrive sur place avec le président de la République, c'est beaucoup d'échanges. Et en fait, le ministère de l'Intérieur, c'est particulier parce que vous pouvez à tout moment être appelé parce qu'il y a un attentat, une inondation, un mort, un suicide, etc., un féminicide. Et donc, quand on est avec ces drames et ces urgences, je pense que ça crée une solidarité particulière. Après, je m'entends bien avec Gabriel Attal, Éric Dupond-Moretti, avec qui je parlais tout à l'heure juste avant de venir. Voilà, il y a beaucoup de ministres avec qui je m'entends bien aussi. Que oui, que non, si Emmanuel Macron n'est pas au deuxième tour, vous pourriez voter pour Valérie Pécresse? Ah non. Ça dépend, après ça dépend du... Moi je voterai toujours contre l'extrême droite quoi qu'il en soit. Donc qui que ce soit face à l'extrême droite, je voterai pour le ou la candidat qui sera face à l'extrême droite. Mais moi je ferai tout pour qu'Emmanuel Macron soit au deuxième tour et remporte le deuxième tour. Que oui, que non, est-ce que c'était une bonne idée de remettre la Légion d'honneur à Agnès Buzyn? Moi je décide pas des légions d'honneur. J'ai remis des ordres du mérite et des médailles du ministère de l'Intérieur. Vous voyez bien ce que je veux dire, je sais que c'est pas vous qui l'avez remis. Non, mais je vous dis ce qui est important pour moi, parce que pour moi ce qui est important c'est de remettre des médailles. D'ailleurs j'avais proposé l'ordre du mérite pour une mère célibataire en symbole en fait, pour dire voilà, cette mère célibataire s'occupe de ses enfants toute seule et à travers elle on récompense toutes les mères célibataires. Ça m'a été refusé, mais récemment j'ai remis la médaille du courage. La médaille du courage et dévouement à titre posthume parce qu'il y a un jeune papa qui habitait, qui avait beaucoup d'engagement en banlieue, etc. Il était en vacances, il y a un couple qui s'est noyé et en fait il a plongé pour aller sauver le couple de retraités et il en est décédé. Et donc j'ai voulu remettre la médaille de courage et de dévouement à sa compagne à titre posthume, qu'il a accepté. Et c'était très émouvant parce que quand elle est arrivée, elle m'a dit un peu en aparté, le ministère de l'Intérieur, je dois vous dire que ce n'était pas notre ministère préféré. Voilà, elle travaille dans une association d'aide aux personnes réfugiées. Elle a beaucoup d'engagements sociaux, de solidarité très forts. Et je dois vous dire qu'honnêtement, c'est quand même un moment hyper émouvant quand on remet cette médaille et on se dit que ça a du sens. Quelqu'un qui a donné sa vie pour sauver la vie de personnes qui ne connaissaient même pas et spontanément qui a plongé pour aller, j'en ai la chair de poule de vous le raconter, pour aller sauver ces gens-là. Voilà, je me dis qu'il y a vraiment des héros du quotidien qui méritent d'être valorisés. Que oui, que non, Éric Dupond-Moretti, porte-parole de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Si, il est candidat, le président de la République, il n'est pas encore candidat. Moi, j'aime beaucoup Éric Dupond-Moretti. Je trouve que c'est quelqu'un de très clair, qui a des valeurs, qui a un discours, voilà. Il a vraiment... pour moi, c'est une belle rencontre du gouvernement. Et vous pourriez faire un binôme avec lui en tant que porte-parole, par exemple? Moi, je suis dans un collectif. Moi, auprès d'Emmanuel Macron, je suis dans le collectif, voilà. Mais Éric Dupond-Moretti, au début, j'avais un a priori un peu négatif sur lui, pour tout vous dire. Et lui en avait un sur moi aussi, je crois, je suis même sûre. Et en fait, voilà, le président de la République nous a dit de nous parler, de faire connaissance et tout. Donc j'y suis allée un peu bougonne. Et voilà, et en fait, j'ai adoré l'homme que j'ai découvert. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui est très entier, très sincère dans ce qu'il défend et qui a une très grande culture, qui a vécu des choses incroyables. Quand il nous raconte les procès qu'il a pu vivre, c'est absolument admirable. Que oui, que non. Vous pensez quoi du couple Michou et Elsa?
Eh bah écoutez, hier j'ai vu qu'ils étaient en couple et je suis allée le dire à mes filles qui étaient ravies. Et ma grande fille m'a dit, je te l'avais dit, tu vois, qu'ils étaient en couple. Ah d'accord. Ouais, j'adore Danser avec les stars. Vous pourriez faire Danser avec les stars? Plus que Fort Boyard, carrément. Avec un petit entraînement et un bon partenaire, ça le fait. Bah, bon courage, moi c'est vraiment... Ouais, je vous vois pas enthousiaste là. Ah non, moi je pourrais jamais faire Danser avec les stars. Non mais c'est marrant, vous connaissez le couple Michou et Elsa, moi on en a parlé, je sais même pas qui c'était. Ah ok. Elsa Bois, la danseuse, Michou, youtubeur, idole des jeunes, voilà. Et d'ailleurs il a passé beaucoup de beaux messages pendant Danse avec les stars contre le harcèlement scolaire, sur la tolérance, voilà, je suis très heureuse pour eux. Félicitations Michou et Elsa Bois. Très bien. Que oui que non. Et on attend la réponse pour Taïk et Fovoto. Ah ouais, vous l'attendez. Et d'ailleurs, si vous regardez et que vous le savez, personne Non, je plaisante. Je ne veux pas mettre la zizanie dans les couples, c'est une boutade. D'accord, vous êtes bien renseigné. Que non, Jean-Marc Schiappa, votre papa, a rejoint le Parlement populaire de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui. C'est-à-dire qu'il va faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Ah bah, il fait déjà campagne pour Jean-Luc Mélenchon, oui, tout à fait. Ça doit être animé le dimanche. Enfin, mon père, il faisait de la politique avant ma naissance. Hein. Vous n'êtes pas surprise du tout. C'est-à-dire, quand on vous dit, ok, il y va, mais qu'il aille s'engager dans la campagne lui-même, et qu'il aille faire campagne finalement un peu contre vous, vous allez vous affronter peut-être? Mon père a toujours fait campagne en fait. Hein. Enfin, il a toujours eu des candidats qui soutenaient. Moi j'ai toujours connu mon père tracter. Le dimanche j'allais tracter avec lui. Mais en 2017, il habite Paris, enfin dans les élections. Il habite Paris votre père? Tout à fait. Dans les élections où vous vous êtes présenté, il vote pas pour vous? À Paris? À Paris. Faudra lui poser la question. Secret du vote. Vous en parlez pas, ça vous dit pas il vous dit pas je vais voter pour toi? On en parle de façon très animée. D'accord. Okay. Mais respectueuse. Voilà, et je pense qu'en 2022 et en 2021, les filles sont pas obligées de penser comme leur père. Voilà, on est en démocratie, les femmes ont le droit d'avoir leurs propres opinions politiques et de les défendre. Voilà, on n'est plus obligé de voter comme notre père ou notre mari, et ça nous permet de nous émanciper et de choisir Emmanuel Macron. Marianne Schiappa, merci beaucoup d'être venue. Avant de partir, j'ai un petit cadeau. Ah, c'est sympa comme tout. Bah, c'est normal, merci. Hein, venez nous voir. Donc, je sais ce que c'est. C'est quoi? Un jeu de tarot. Ah, c'est secoué et j'ai trouvé. Vous voulez que je vous tire les cartes vite fait? Non, mais justement, on a vu que vous avez tiré les cartes à Gabriel Attal, à d'autres gouvernements aussi, vous l'avez fait? En fait, c'est une petite plaisanterie entre Gabriel Attal et moi qui a été un peu romancée dans la presse, mais j'adore les cartes. Ouais. Et j'aime beaucoup les tarots. Ouais. Vous savez tirer les cartes à tout le monde, c'est-à-dire que là vous pouvez me tirer les cartes Je vais pas dire oui, parce que si je dis oui, ça fera un scandale. Donc je vais dire non, je vais dire que je joue au solitaire sur mon ordinateur, voilà, ça plaira à tout le monde. D'accord. Et vous n'avez pas tiré la carte pour la nouvelle année 2022, vous n'avez pas vu des choses Si, si. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah ça, je peux pas vous le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que je vais le... Non, non, je plaisante, je plaisante. D'accord. Bon, très bien. Vous n'avez pas le temps, je crois, de me tirer les cartes, là, il faut que vous partiez. Non, mais merci pour, merci à vous pour le jeu. Merci à vous d'être venu. On a le chariot en couverture, c'est l'avenir, voilà, c'est une carte plutôt positive, le chariot. D'accord, c'est pas Emmanuel Macron qui est ravis. Sur le chariot, non, il serait plutôt l'empereur ou le pape dans un jeu de cartes. Très bien, merci, voilà. Merci beaucoup d'être venu. C'est tout pour moi. Bon retour, merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette interview sur Indécis. Restez sur la chaîne, baladez-vous, allez voir toutes les interviews. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain invité. En attendant, mettez les masques, lavez-vous les mains, protégez-vous, c'est bientôt la fin, je le sens, c'est 2022. Allez, à plus tard, ciao.